Bonsoir à tous. Il est temps de refermer les pages de l'année, c'est pour en ouvrir d'autres. Avec nous, deux auteurs distingués, mais pas distincts, deux feuilles d'une même page. C'est un rapport consubstantiel qui se lie à travers le mot écrit. Écriture, c'est le mot-clé de cette émission spéciale fin d'année avec deux écrivains. Une écrivaine et un écrivain, un romancier, peut-être un poète romancier, Fatimata Dialloba et Pape Samba Kane. Et avec nous, dans Frotech, pour spécial, belle ligne de ce soir, vous serez gâtés, un bon cadeau de fin d'année ou de nouvel an. Fatimata Dialloba, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission. Bonjour ou bonsoir, Pape Alioune Sarr. Bonjour, Pape Samba. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Je suis ravie d'être parmi vous en cette fin d'année pour ces derniers feux de 2023. Et nous espérons avoir des feux encore plus brillants en 2024. Mais en tout cas, merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau que tu me fais de m'offrir la possibilité de donner de la voix. Mais forcément, de la voix également qui se conjugue au féminin et au masculin. Pape Samba Kane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Pape Alioune, et merci de m'avoir invité à ton émission. Bonsoir aux auditeurs d'ITV. Et bonjour Fatimata, on est depuis ce matin ensemble. Et voilà, c'est les circonstances qui nous rassemblent. Et quand tu m'as dit que c'est avec elle que je faisais l'émission, c'est la première question que je pose chaque fois que je sais que j'ai un co-débatteur, un co-discutant. Et c'est très important pour déterminer mon acceptation ou non de venir à une émission. En tout cas, pour moi, c'est un magnifique cadeau et je l'espère également pour les téléspectateurs de Belle Ligne. On va parler un peu de l'écriture en majuscule, production, impact, enjeu et surtout perspective. Fatimata Dialloba, une année très riche, très distinguée. Vous l'aviez été lors du Cénacle, que ce soit Rouge s'élance et Je suis un âge d'un texte tout simplement distingué par le Cénacle. Année 2023, si on doit faire une rétrospective de l'écriture ou de l'écrivain ou de l'écrivaine, ce serait quoi? Alors, si on devait faire une rétrospective, d'abord, c'est une année qui se termine très bien. Qui avait commencé par l'écriture, qui se terminera probablement par l'écriture aussi. Le prix du Cénacle, pour moi, c'est une sorte de prix Goncourt. Hein, pour moi, je dis bien pour moi, c'est quelque chose qui m'est très cher parce qu'il a été délivré dans le cadre du Cénacle, c'est-à-dire le Cénacle, ce sont les jeunes écrivains, et délivré par un jury prestigieux dont personne ne peut soupçonner qu'il penche ou quoi. J'ai la faiblesse de penser que c'est un jury objectif qui m'a donné ce prix. Ce sont des personnes que je respecte. Et ça m'a donné... quand on vous donne un prix, c'est à la fois pour sanctionner quelque chose, mais c'est également, surtout, d'ailleurs, pour démarrer autre chose. Et ça me donne envie de produire davantage, déjà. J'ai commencé à produire sur le tard, peut-être parce qu'il me fallait emmagasiner, il me fallait digérer mes lectures, parce qu'on n'écrit pas par hasard, on n'écrit pas comme on se lève le matin, on écrit parce qu'on a passé une nuit de lecture. Et qu'au petit matin, quelque chose sort, quelque chose de l'ordre de la chimie ou de l'alchimie sort et se couche sur la page. Et ce quelque chose a une âme, a une vie propre. Et après, on tire sur le fil et on tire sur l'encre et on se nourrit de tout ce qui passe, de tout ce qui nous environne. Et effectivement, cette année, c'est une année bilan pour moi qui me dit... Voilà, ça y est, tu peux prendre ton envol, tu peux écrire, tu peux même te prétendre, entre guillemets, écrivaine, ce que j'avais du mal à concevoir. Avant, je me disais, dès l'instant où on a écrit un livre, deux livres, on ne peut pas se prétendre écrivaine. On peut être auteur, autrice, mais écrivaine, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui vit par l'écriture, dont l'écriture fait partie de son ADN. C'est-à-dire, c'est un moyen d'expression... C'est tout ce qui transpire de vous. C'est-à-dire l'encre avec laquelle vous écrivez, c'est votre sueur, c'est la sueur de votre vie. C'est avec celle-là que vous écrivez. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai cette légitimité, où j'ai été autorisée à écrire, on m'a dit que ce que j'écrivais était audible, était lisible,
Là, effectivement, je me sens autorisée, légitimée. C'est une certification même, au-delà de la légitimité. Ouais. Pape Samba Kane, l'année 2023, fastidieuse, mais très glorieuse quand même, en parlant de vous. Oui, en parlant de moi, je voudrais commencer par d'ailleurs qualifier l'année littéraire. Je crois que c'est un peu la première partie de la question. Moi, je la qualifierais d'année bicolore. Cette année a deux couleurs pour moi, le bleu et le rouge. Rouge Silence et le trio bleu de mes deux sœurs, Marietou Kenbougoul et Fatimata. Mais c'est des couleurs signifiantes. C'est des couleurs à la fois tendres, douces et aussi violentes. La mer, le bleu peut être violent, le sang que représente le rouge, etc. Mais ces femmes nous l'ont rendu dans des titres Rouge Silence. Le silence est forcément apaisant. Et le trio bleu. Le trio bleu, ça laisse ouvert notre imagination. S'il faut maintenant parler de moi, oui, j'ai travaillé 20 ans sur un recueil de portraits satiriques qui est sorti, on n'en parlera pas beaucoup, parce que je crois que c'est aux lisières de la littérature. J'ai toujours prétendu que le journalisme avait quelque chose de littéraire. Mémoire collective. Mémoire collective. J'ai toujours prétendu que le journalisme avait quelque chose de littéraire. Et peut-être que cette année a voulu, avec l'accueil qui a été fait à ce livre, me confirmer un peu que j'avais raison. Quand j'écrivais il y a 30 ans, quand j'écrivais plus loin, quand j'écrivais hier, de vouloir donner une tension littéraire à mes écrits. J'ai même essayé avec Démocratie de rassembler de grands écrivains, de grands journalistes qui ont une tension littéraire. C'était Mamles Camara, c'était Boubacar Boris Diop, c'était Moussa Fassar Diagne, c'était Babacar Justin Ndiaye, pour faire un journal panafricain qui s'appelait Démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'accueil qui est fait à ce livre, comme à une production littéraire, aussi bien par la direction du livre, mon éditeur et les lecteurs qui sont venus le célébrer le 22 septembre, je crois que c'est une confirmation qui peut-être m'encouragera encore creuser cette voie-là du journalisme littéraire qui existe. Des distinctions également. Alors, cette année, oui. J'en viendrai à la distinction. Pas, je la mets en dernier lieu, pas parce qu'elle est moins importante. Au contraire, ce qu'en a dit Fatimata, je me l'approprie, surtout à propos du jury. Elle dit le jury est honnête, etc. Non, la passion est honnête. Et c'est des gens passionnés qui étaient dans ce jury. Ça m'a suffi, moi, pour ne pas... Je n'aime pas trop les prix, les concours, etc. Parce que justement, il y a cela, toujours qui sont aux périphéries. Oui, est-ce que c'est pas ci, est-ce que c'est pas ça? Or, le soupçon, il tue. Alors, prendre une œuvre d'art à laquelle vous avez donné votre sang, votre sueur, elle l'a dit, qui est une partie de vous-même, et l'exposer probablement au soupçon, est un risque que j'ai beaucoup hésité à prendre. Beaucoup hésité à prendre. La preuve, c'est mon éditeur. C'est mon éditeur qui vous a présenté, qui étiez les organisateurs, mon livre. Mais quand il a été primé, toute cette peur s'effondre. Et bon, voilà, s'il n'avait pas été primé aussi, parce que je suis passé à côté d'autres prix que je pouvais espérer gagner, j'aurais continué à vivre et à écrire et à aimer cette littérature et à aimer les gens qui aiment la littérature. Donc, je trouve qu'effectivement, cette année a soigné deux plaies. La plaie du doute autour de est-ce qu'avec ce journalisme on peut faire quelque chose de littéraire, et le doute sur l'ambiance des prix, des machins, des trucs. Enfin, si on t'a primé alors que tu n'es l'oncle de personne, ni le neveu de personne, ni l'ami d'ailleurs de personne, tu n'es pas politiquement correct, il suffit de me regarder, de voir mon parcours, on te donne un prix du Cénacle. Ensuite, je l'ai dit le jour de la délivrance du prix. Quand j'ai vu le Cénacle, votre Cénacle, je me suis dit, encore un corporatisme naissant. On va regarder ce qu'ils vont faire. Et puis après, j'ai regardé, deux, trois fois, vous avez donné des prix, et je me suis rendu compte que vous étiez ouvert à tout. Vous avez, je l'ai dit ce jour-là, donné un prix à la littérature et à ceux qui l'ont fait, et non à une catégorie de littérateurs. C'est ça qui amène parfois que les gens ne font pas trop d'efforts. Je n'ai jamais aimé les prix genrés, par exemple, en littérature, en toute forme d'art. Parce que c'est quelque chose, même cette discrimination-là, ça c'est un autre débat, qu'on amène dans tout là, je crois que ça peut être pernicieux pour les dames plutôt que de leur rendre service.
Parce que les mettre en compétition avec les gens sur tous les plans, quand c'est raisonnable, je veux dire, on ne va pas mettre sur un terrain de football... Sadio Mané et Pape Samba Kane. Non, enfin, Sadio Mané et Fatimata, par exemple. Sadio Mané et Fatimata. Donc le genre, il est bon, mais il faut faire attention à ne pas trop couver les gens par la discrimination positive jusqu'à les rendre paresseuses. Moi, je les aime trop pour les voir prises. D'autant que la littérature n'est pas genrée. Dans ce type de piège. Exactement. Voilà. Une fois, avec Liliane Kesselot, l'a regretté d'ailleurs, on devait faire une conférence devant la bibliothèque universitaire des jeunes, l'association des jeunes, des étudiants en littérature. Et il était question d'un thème, la littérature féminine, etc. Je me suis amusé à prendre le début, les 2-3 premiers paragraphes d'un texte que j'ai lu et qui ressemblait à de la littérature féminine et qui était écrite par un homme. C'était le texte d'un Gabonais dont le nom m'échappe encore. Et c'est à partir de là que j'avais fait mon développement. Et je crois que Madame Kestelot, qui est un monument, en tout cas dans le genre, avait trouvé un peu mon approche extrêmement intéressante. Et donc, je crois que la littérature, il faut la laisser, comment dire, je n'ai pas le mot en français, asexuée. Voilà. Ça, c'est important. Il y a eu des productions, Fatimata Dialloba, durant l'année 2023. Mais l'acte d'écriture est important. L'acte d'écriture doit être sacré pour un écrivain, et pas écrire pour écrire. C'est important, l'acte d'écriture. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, par exemple? Ça doit être la sacralité derrière ces plumes. Même, bon, la sacralité de l'acte... Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je sais simplement que c'est l'impérieuse nécessité d'écrire. Quand j'écris, c'est parce que je suis poussée, je suis mue par quelque chose, ma voix intérieure ou des voix intérieures qui me poussent à leur offrir peut-être mon canal à moi pour qu'elles puissent s'exprimer. Bon, ça peut paraître bizarre de dire ça. Quand j'étais petite, j'avais des amis invisibles qui me parlaient et avec lesquels je discourais, je parlais. Ma mère me disait tout le temps que j'étais une rêveuse. Devenue plus grande aujourd'hui, ces voix sont toujours là. Ces voix prennent des contours différents. Elles investissent tous les champs en fait de mon expérience, et elles sont là, elles décortiquent, elles dissèquent. Et à un moment donné, ça devient trop et il faut qu'elle s'exprime quelque part. Soit ça va être de la voix, soit ça va être de l'écrit. Et à ce moment-là, j'écris, je me lève à n'importe quel moment. Et tous les moments, tous les moyens sont bons pour écrire. Je crois que j'aurais dû naître à une autre époque parce que j'aurais pu écrire sur des tablettes, par terre, enfin, n'importe où. Je suis prof, donc à la récréation, quelquefois. J'ai quelque chose qui surgit et il faut que je le mette sur le papier. On peut tout écrire, mais on ne peut pas tout publier. Il y a une responsabilité derrière. Voilà, et c'est là peut-être ça, c'est ça qui est intéressant. Publier, c'est quoi? Publier, c'est respecter d'abord son public, c'est respecter l'extérieur. Du coup, tout n'est pas publiable. Effectivement, je peux écrire ce que je veux, n'importe quoi. D'ailleurs, quand je n'ai pas envie que ça se publie, je l'écris sous un pseudonyme. Et bon, à partir de ce moment-là, j'écris tout et n'importe quoi. Mais dès l'instant où on prend le risque, parce que c'est un risque de publier, il faut avoir un minimum de respect pour son public. Et ça me conduit à dire aux jeunes écrivains, à leur donner le conseil suivant. Ne publiez que lorsque vous êtes sûr que cela va être reçu. Parce que souvent, on écrit et c'est bourré de fautes, c'est bourré de coquilles, ce n'est pas construit. Voilà. Et le public qui lit ça, le public est intelligent. On ne peut pas le tromper. Au bout de 15 pages, le public, il a compris déjà à quoi il a affaire. Donc, pour moi, l'inspiration, c'est bien. Avoir une muse, avoir des sources d'inspiration, mais le mieux encore, c'est le travail. C'est le travail de construction qu'il y a derrière, le travail d'expression. Quand on écrit, c'est pour exprimer des idées, et vos idées seront d'autant plus mieux exprimées que votre langue sera correcte, qu'elle sera belle, parce qu'il y a un aspect esthétique aussi qui est là-dedans, et qu'il ne faut pas négliger. Et ça m'amène aussi à parler
d'éducation de la langue française que nous manipulons et que nous ne savons plus manier. Ça m'amène à parler des autres langues par le biais desquelles nous nous exprimons et que nous ne maîtrisons pas. Et peut-être qu'une véritable politique des langues, un apprentissage approfondi des langues nous permettra vraiment d'être au plus près de ce que nous avons envie d'exprimer. Publier, mais publier quoi? Publier quelque chose, ou publier un texte qui obéit à des règles d'abord esthétiques ou littéraires, Pape Samba Kane. Oui, et je crois qu'il y a une petite division du travail, mais dans laquelle l'écrivain lui-même est maître du jeu. C'est-à-dire, c'est vous qui écrivez dans le secret de votre bureau, de votre maison, de ce que vous voulez, et c'est vous qui décidez de proposer au public, en passant par un éditeur, votre livre. Et le livre, il est jugé par la critique, par vous autres, vous regardez et vous donnez de la valeur à ce livre en parlant déjà, et vous évaluez ça de façon plus précise, vous notez ça entre 1 et 100, et le public, à ce moment, peut-être vient après. Donc, vous voyez que l'écrivain est le maître du jeu. Il peut retenir son manuscrit dans sa valise et ne jamais le ressortir. La sacralité de l'écriture, pour revenir à une question qui a été importante, en tout cas par la réponse de Fatimata, alors je crois que c'est quelque chose effectivement qu'on peut qualifier de sacré, par même la réponse qu'elle-même elle a donnée. C'est-à-dire, après que vous avez écrit quelque chose, pendant que vous écrivez cette chose, il faut lui vouer un respect le maximum possible. Je comparerai ça presque à la concentration qu'il vous faut quand vous priez. Quand vous priez Dieu, vous ne vous amusez pas. Parce que ce que vous faites, vous le faites seul, c'est entre vous et Dieu. Or, quand vous écrivez, vous le faites seul, mais c'est entre vous et un grand public qui peut devenir universel. C'est un public immortel, on va le dire comme ça, parce que vous allez laisser cette œuvre ici, des gens qui ne vous ont jamais vu, jamais connu, qui n'ont jamais respiré le même air que vous dans plusieurs années, plusieurs siècles. Nous tous, c'est ce que nous souhaitons. Vous lirons quelqu'un comme Baudelaire, Hugo, etc. Et d'autres sont encore célébrés. Les 150 ans de les 150 Ils ont longue vie. Pour revenir, parce que j'ai parlé de Baudelaire, il disait, par rapport à l'écriture, la clarté nécessaire à donner à l'écriture, il disait, une écriture lisible, c'est une grande leçon pour qui veut écrire. Une écriture lisible sert à penser clairement. De même qu'une pensée puissante sert à écrire lisiblement. Et moi, je résume ça, j'appelle ça le cercle vertueux de l'écriture. C'est-à-dire, si ce que tu penses est clair, l'expression devrait être claire. Je crois que même sans savoir ce que tu fais, tout à l'heure, en chemin, j'étais en train de lire un poème pendant qu'elle conduisait. Qu'elle ne connaît pas, parce que je suis tout le temps en train d'écrire de la poésie. C'est dans mon téléphone. Après que je l'ai lu, elle a dit que c'était Machallah, etc. Et je lui ai dit, bon, écoute, moi, je vois un truc, un visage, un son. Elle dit quelque chose, elle écrit quelque chose, et je fais une phrase. C'est à partir de cette phrase que je tire le texte. Le déclic qui donne ce texte. Et je lui ai dit, une fois que j'ai fait le premier jet, je le garde quelque part. Et quand je reviens maintenant, c'est là que je me juge. Il arrive que je ne touche rien, il arrive que je le retravaille à fond. Et c'est chaque fois que quelqu'un me dit, oui, je veux écrire, mais je dis, mais ferme les yeux et écris. Ça fait rire un peu, mais j'ai dit, ferme les yeux de ton cœur et écris. Ferme les yeux de tes croyances et écris. Il n'y a pas de danger en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas scientifique, quoi. Ça ne peut pas être scientifique. Et il n'y a pas de danger en plus, je dis, parce que les gens ont toujours peur d'écrire. C'est là où on peut penser que c'est sacré. Même ceux qui n'écrivent pas le savent, parce qu'avant d'écrire, ils hésitent des années, y compris nous-mêmes. Ça peut être une vertu, oui, d'avoir peur. Cette peur-là peut être... J'ai dit, y compris nous-mêmes. Oui, bien sûr. Tout le monde a eu peur d'écrire la première fois. Personne ne peut dire, bon, je viens, je vais faire le chef-d'œuvre de l'année. Bon, il n'y a que ça, il n'y a que Tala, le personnage de Saint-Guiné, qui se l'est dit. Je vais écrire un texte qui va bouleverser la littérature mondiale. Bon, ça, mais c'est ça la magie de l'écriture. Le roman peut rendre tout possible. Voilà. C'est cela la magie de l'écriture. Il faut donc, je dis toujours aux gens, ferme les yeux et écris. Il n'y a pas de danger. Tu sais pourquoi? Quand tu as fini d'écrire, tu le poses quelque part. Tu vas te promener, tu vas travailler, tu vas discuter. Et un jour,
tu viens l'ouvrir, tu seras comme un lecteur. Et tu es le maître du jeu. Si tu veux, tu le brûles. J'ai des amis qui ont brûlé des romans. Si tu veux, tu gardes dans ton armoire, tu réfléchis encore 50 ans. Il n'y a pas de danger. Donc si des gens nous écoutent et qu'ils ont envie d'écrire, ils n'ont qu'à... Je leur donne la réponse que m'avait donnée mon prof au British Senegalese Institute. Je lui ai dit que je voulais être écrivain. Elle m'a dit « Start right now ». Commence maintenant. Voilà, et je l'ai écouté. J'ai fait une nouvelle, un filet au maïs serré, auquel je ne croyais pas du tout, mais qui a été même traduit en italien, etc., en 1984. Ça fait longtemps. Mais voilà, c'est comme ça qu'on écrit. On a peur, on demande la permission, on dit aux gens qu'on veut écrire, on montre à quelqu'un d'autre. Et l'autre leçon que j'essaie de donner, c'est montrer ça à quelqu'un de bienveillant et qui ait de la compétence. C'est-à-dire qu'il faut que les deux conditions soient réunies. La personne à qui vous soumettez votre manuscrit doit être une personne bienveillante envers vous. La bienveillance, encore Baudelaire, à bonne vue, il dit. Et ensuite, qui ait de la compétence. En ce moment, je crois que ce qu'il vous dira vous servira. Dernière chose, toujours pour un peu, quand vous écrivez, ça c'est un auteur américain dont j'oublie le nom, qu'il avait dit dans une interview qui m'avait beaucoup frappé. Il dit quand vous devez alléger un texte, il est trop long, l'éditeur le pense ou vous-même vous le pensez. Et il a dit en anglais, c'est comme ça que je peux le traduire en français, il dit allez dans les endroits dont vous êtes le plus amoureux. Ce que vous avez écrit, les parties dont vous êtes le plus amoureux, allez couper là-bas. Parce qu'il pense que vous ne vous adressez pas à vous, mais à d'autres gens. C'est de la magie, c'est un jeu, c'est une nourriture aussi. C'est quelque chose c'est de la folie. C'est-à-dire si vous n'êtes pas vraiment, si vous ne vous sentez pas une âme d'artiste, elle refuse toujours d'être ça. Mais si elle n'avait pas une âme d'artiste, elle n'écrirait pas des cris sous la peau déjà. Moi, c'est sur des cris sous la peau que j'ai fait un texte que je relis toujours, moi. Le texte que j'ai fait sur des cris sous la peau. C'est ça que je relis souvent. Je crois que aussi, pour terminer, sur l'écriture, on avait dit on a une conversation sur l'écriture. Je crois que il faudrait que nos romanciers soient des critiques. Ça se passe dans le monde entier. C'est les gens, c'est ce qu'on fait. Mais ici, les gens se gardent de faire ça parce que si vous écrivez un truc pas gentil ou pas très élogieux sur le livre d'un confrère, ça devient wartan. Une fois, j'étais journaliste. J'avais pas encore écrit de livre, en tout cas du point de vue littéraire. Et j'ai fait un texte critique, même pas méchant vraiment, mais qui était, je le crois, objectif, en disant tout le bien que je pensais de ce qui était bien dans le livre, tout le grand mal maintenant, parce qu'il y en avait vraiment, que je pensais de ce livre-là. Et c'était pour le Cafard libéré. Laïba Modiallo, qui est une personne extrêmement sensée, il a dit, mais Samara, arrête ça, le gars là, tu vas faire ce papier, et tous ses parents vont dire, qui l'ont def, etc. Donc, nous devons, c'est un choix. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'étais jeune, moi, c'est la littérature qui m'a amené au journalisme. Quand j'ai commencé à faire Saoudjiné, à Tire-d'Aile, les gens, oui, mais comment peut-on passer de l'écriture journalistique, je crois que toi-même tu m'as posé une fois la question, à l'écriture créative. Mais en réalité, moi, j'étais déjà dans l'écriture créative. C'est parce que j'ai publié des fantaisies un peu comme la nouvelle dont je viens de parler, dans les journaux, que les grands m'ont dit, mais viens devenir journaliste. Alors, pendant qu'on riait derrière moi de mes envies de devenir journaliste, écrivain avec mon sac en bandoulière et mes pics partout, tout le temps, avec mes livres tout le temps, quand j'ai écrit 2-3 papiers et qu'à la revue de presse, Martin Faye, Pape Samba Kane a écrit ci, a écrit ça, tu viens à la maison, on te regarde avec un autre œil, tu amènes un salaire à la fin du mois. Mais c'est comme ça que le journalisme m'a bouffé. C'est comme ça qu'il m'a bouffé. Bon, mais il m'a dégurgité, là, il n'y a pas longtemps. Et j'en suis très heureux parce que ça m'a fait rencontrer des personnes merveilleuses, vraiment. Des écrits et des ouvrages. C'est important, Fatimata Diallo, cette hiérarchie. On doit d'abord penser à l'écriture avant la publication. Oui. On ne doit pas d'abord penser à la publication sans pourtant ne rien écrire. Ça se voit au fait. Absolument. Il va être publié alors qu'on n'a encore rien écrit. Alors qu'on a tout à apprendre de l'écriture et même à se découvrir. Parce que l'écriture, c'est à la fois une plongée dans le réel,
dans l'environnement, dans l'ailleurs, mais c'est également une formidable plongée en soi. Souvent, on ne se connaît pas. On ne sait pas de quoi on est capable. Moi, la première fois que j'ai écrit un roman, d'Écrit sous la peau, au départ, ça ne devait pas être un roman. Je me suis révélée à moi-même. J'ai découvert que j'étais capable de construire une histoire romanesque et d'ailleurs un petit peu poétique, parce que mon genre de prédilection à moi, au départ, j'ai toujours écrit des poèmes. J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps un petit manuscrit que j'avais écrit en 1982. Ah. J'étais toute jeune, hein. J'étais très jeune. Et je n'avais pas 20 ans, je ne vous dirai pas mon âge, mais je n'avais pas 20 ans et je me prenais pour Baudelaire, pour Hugo, pour tous ces classiques-là. J'étais en France et je faisais une prépa littéraire. Et donc j'ai commencé à écrire et j'ai perdu le manuscrit. Je l'ai retrouvé je ne sais pas combien d'années plus tard, 1982 à aujourd'hui. Est-ce que tu étais né, Papa Lyon? Non, pas encore. Non. Je ne dirai pas mon âge. Et donc, je l'ai retrouvé récemment, un petit cahier tout rose comme ça, avec plus de 100 poèmes écrits là-dedans. J'ai relu, je me suis dit, oh là 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 là, que de l'imitation, que de l'imitation. Il y avait des poèmes qui commençaient par le ciel est bas comme un couvercle. De Baudelaire, oui. Les correspondances, les fleurs du mal, enfin bref, Hugo, les contemplations, enfin bref, j'imitais, mais j'ai tellement imité qu'à la fin des fins, et j'imitais Senghor aussi, beaucoup des versets que je lisais et que j'analysais au cours de pendant mes cours. Et que plus tard, d'ailleurs, cette compétence-là, je l'ai mise au service de mon enseignement. Mais c'est en commençant l'écriture créative que j'ai découvert une forme de vocation à écrire des romans. Et depuis, je construis des histoires, je construis des nouvelles. Et même les poèmes que j'écris aujourd'hui sont conçus comme des histoires à part entière. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et donc, c'est une découverte. Ouais. C'est une découverte. L'écriture est une découverte, c'est une plongée au fond de soi. Même s'il y a la petite lorgnette sur le réel, bien sûr. Parce que je crois que lorsqu'on écrit pour être publié, le public attend aussi de l'écrivain qu'il soit non pas prophète et qu'il dise les choses avant, mais qu'il lui fasse voir les zones sombres qui n'existent pas. Je crois que le regard de l'écrivain est un regard précieux, parce que c'est un regard qui comble les manques de compréhension qu'il y a. C'est pour ça que c'est important de lire, que le public qui lit, lui aussi se découvre et lui aussi recrée sa propre œuvre à partir de l'œuvre qu'il lit. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir ce respect de ce public et surtout de croire en son intelligence profonde, de dialoguer au-delà du dialogue, c'est-à-dire que c'est quand même la seule activité où vous êtes constamment en lien avec ceux qui vous lisent et qui eux-mêmes peuvent trouver quelquefois des solutions dans vos livres. Beaucoup de personnes m'écrivent après lecture, me disent « mais c'est mon histoire que tu as écrite ». Ben non, c'est pas ton histoire. Ce sont des histoires qui me traversent, des histoires qui existent dans la réalité ou qui existent dans les livres ou qui existent dans tout ce qui touche à mes sens et que mes sens absorbent et transforment pour les délivrer de nouveau sous la forme artistique que je veux. C'est important. Oui. C'est important également, Pape Samba Kane, d'être lecteur d'abord, avant auteur ou écrivain. La passion, on parlait tout à l'heure, qui vient du verbe pâtir. On doit souffrir de ce que l'on fait d'abord, avant peut-être de récolter les gloires. Et la patience. La patience. Oui. Je ne comprends pas qu'un écrivain puisse ne pas être un grand lecteur, un boulimique de lecture. Tous les romans, s'ils prétendent à être même moyens, mais sont nourris de lecture. Et il y a des auteurs qui commencent à l'avouer ailleurs, chez nous, en commençant par moi, quand on lit Saboriginé. Mbougar,
il passe son temps dans son dernier roman qui a été primé à dire ses lectures. C'est pas pour rien que les critiques ont fini par écoute, qu'est-ce que c'est que ça là? Et ils l'ont nommé l'intertextualité. Et ils ont commencé à l'étudier et ça donne beaucoup de matière à réflexion aux auteurs eux-mêmes. C'est dommage, on ne peut pas ne pas le faire. Quand Saburi Dine est sorti, il y avait l'université de langue romane de Saarbrück en Allemagne et le département d'allemand ici, qui ont fait un colloque sur l'intertextualité. Je crois que le colloque était prévu de longue date. Entre-temps, Saburi Dine est sorti. Et quand ils l'ont lu, leur thème, c'était l'intertextualité. Et quand ils l'ont lu, ils m'ont fait keynote speaker de leur colloque. Je suis venu avec un grand texte pour parler du processus d'écriture de ce roman. Pour dire que c'est visible, pour qui est attentif, que les romans, et souvent les romans qui peuvent compter, sont écrits à partir de lectures. Tous ne sont pas comme la plus secrète mémoire des hommes ou comme Saburi Dine, juste du point de vue de cette démarche, je parle juste de la démarche, de dire voici mon écriture, voici Milan Kundera, voici Diderot, voici Laurence Sterne, voici Baudelaire, voici, etc. Voici Senghor, voici Abdantaka. C'est ces gens-là qui ont nourri mon imaginaire d'écrivain. Quand j'écris, je ne pense pas à eux, c'est eux qui s'imposent à moi. Il arrive que tu mettes une phrase. Il m'est souvent arrivé d'écrire, de me relire, de dire ça là, il serait prudent que je le change ou que je ne le publie pas. Ça ressemble trop à quelque chose que j'ai lu, je ne sais pas où. Bon, mais on peut sacrifier un auteur sur ça. C'est ressemblant. Non, sur le sujet de bouquin. C'est pour ça que les critiques ont été bien inspirés de faire de l'intertextualité, de l'intermédialité même, ce que la musique, ce qu'un roman peut devoir à la musique de Youssou N'Dour, ce que un roman peut devoir à un tableau je vais dire, Ousseynou Mbaye ou Tchiko Krembaye ou quelqu'un d'autre de chez nous, ou Charles Ley, ils ont bien vu qu'il fallait que ça, on en fasse une matière pour protéger justement certains écrivains. Parce qu'il y a des écrivains, Milan Kundera, qu'on appelle l'écrivain de la dévastation, il n'est pas le seul. En général, je m'amuse à dire à mes enfants que moi, je suis un funambule de l'écriture. Je suis toujours sur un fil. Je crois qu'elle a dit quelque chose de semblable en parlant de mon écriture. Boris me disait, mais chaque fois que tu fais une phrase, je me dis, aïe, il va se casser la gueule. Mais tu retombes toujours sur tes pieds. Je crois que même du point de vue maintenant de la construction même d'un roman comme Saburi Dine, c'est ça qu'on se dit, mais où est-ce qu'il va? Beaucoup de gens m'ont dit ça, y compris le premier groupe de lecture composé de femmes, là, dont Marianne Cham, voilà, Madame Bachili, voilà, c'est là qu'on s'est connus. Voilà. Et elle faisait partie du groupe. Quand elles m'ont appelé, la discussion entre l'allemande là, et la française qui disait, ouais, non, c'est ça qui rend excellent. Parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'il va, ce monsieur? Jusqu'à, pour certains, 20 pages, pour d'autres 30 pages, pour d'autres 40 pages. Je suis entré maintenant dans quelque chose que je commence à comprendre. Fatimata me prend au mot, ce jour-là même, elle me dit, ce roman, moi je te prends au mot, je l'ai lu en l'envers. Parce que j'écris dans le roman que vous pouvez le commencer où vous voulez, vous pouvez le lire. Et je crois qu'en le faisant, vous aurez la même compréhension de ce roman que celui qui a commencé à la page numéro 1 jusqu'à la dernière. Je suis à peu près sûr qu'en l'ouvrant, et ça je m'amuse à le faire, chaque fois que je relis un livre que j'ai écrit, je fais ça. Mais pour Saburi Dine, c'est systématique. Je viens ouvrir au hasard, je lis, et après et je me rends compte que si un lecteur espiègle, qui a du temps, faisait ça, je crois qu'il dirait que je n'ai pas tort d'écrire que ce livre, vous pouvez le lire en commençant où vous voulez, en revenant, etc. En tout cas, elle, la première fois qu'elle m'a vu, elle avait lu le livre déjà, elle ne me connaissait pas. Elle m'a dit, votre livre, je m'amuse à le lire à l'envers. Donc, et il avait toujours le même intérêt. Là, voilà. Toujours le même. Je crois qu'un bon livre, c'est ça aussi. Quand on a fini de le lire, on a envie de le relire ou de le reprendre par un autre bout et de vérifier que ce qu'on a lu entre bien. Voilà, on est en train de lire un bon livre. Et Saburi Dine fait partie vraiment de mes premières expériences de lecture, de littérature, d'écrivains contemporains.
mais vraiment extraordinaire. Je me suis dit, quel est l'homme qui a écrit ça? Et nous nous sommes rencontrés, je l'ai regardé avec ses locks et son look si particulier. Et je me suis dit, mais c'est un être normal en fait. C'est un être normal. Oui. Peut-être, quand il écrivait, il n'était pas normal du tout. Oui. C'est peut-être, l'écrivain et l'homme, il y a un hiatus. Bien sûr. On parlait de cette... On en parlait tout à moi, l'heure. quand j'écrivais ça, c'est Mariam, que tu connais, vous avez fait, je crois, à l'université. Exactement. Et en même temps, il me dit, mais papa, tu sais que quand tu écrivais Sabordine, on venait te dire, papa, gaz bidjar, je m'en fous. Et je crois que oui, j'ai passé des nuits, et ça a eu des conséquences même dans ma vie propre. Oui, vraiment des conséquences. Tu as Direct vécu dans ton ma vie. écriture. Et il y a le rôle également de l'écrivain dans la société. Au-delà de toute la passion, il y a une réception. Une réception de plus en plus exigeante, non pas sur la littéralité, mais sur les thématiques, sur l'actualité. Savoir un peu l'actualité qui peut définir une écriture, de dire il y a une tragédie. Je vais prendre ma plume. Il y a l'actualité qui appelle l'écrivain. Et il se branche. Est-ce que c'est un peu un piège où il faut trouver le juste milieu? Je ne crois pas que ce soit un piège. Ouais. L'actualité vous happe et l'écrivain, c'est un être assez sensible à ce qui se passe, à son environnement. Et quand l'actualité arrive et qu'il y a un sujet d'écriture, ben, on se jette là-dessus et on écrit. Par contre, la responsabilité de l'écrivain, oui, bon, on pouvait parler de responsabilité de l'écrivain il y a peut-être quelques années et ça pouvait avoir du sens. Aujourd'hui, je crois que il faut écrire quand on a l'impérieuse nécessité d'écrire et quand on en a envie, c'est-à-dire que l'écriture, elle est libre. On en avait parlé un jour et je t'ai dit que l'écriture est le territoire de la liberté. Et c'est exactement ça. Ça me fait penser d'ailleurs à une écrivaine, à Fatou Diom. Ouais. Et quand tu parlais tout à l'heure du rouge et du bleu, je me suis souvenu de la fabuleuse ode au mauve de Fatou Diom à la fin du ventre de l'Atlantique. Et son dernier livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle Le Verbe libre ou le silence, c'est ce que m'inspire ce que tu as dit sur la responsabilité de l'écrivain. Y a-t-il une réponse? Que peut la littérature? C'était l'objet de la leçon inaugurale de Felwine Sarr à l'UCAD, il n'y a pas très longtemps, sur le colloque à Liliane Castelot, ou juste après, sur l'écologie. Et que peut la littérature? Elle peut tout et rien à la fois, parce que la littérature, c'est la vie. C'est la vie telle que nous la vivons, certes, mais telle qu'également nous la rêvons. C'est le lieu de l'enchantement de la vie aussi, c'est le lieu de l'espoir, c'est le lieu de tous les espoirs, c'est le lieu de tous les possibles, c'est le lieu de tous les voyages. Et c'est pour ça que je dis que le lecteur est là, nous sommes dans un endroit fabuleux où il y a plusieurs cartes d'Afrique, où il y a plusieurs livres sur l'Afrique. Il est tellement apaisant et tellement, ne serait-ce que, j'ai l'impression d'infuser dans une espèce de monde un peu de production intellectuelle fait par d'autres, mais qui me permettent à moi aussi de vivre, à continuer ma vie avec de la plus belle des manières, de manière esthétique. Ouais. Et voilà. Il y a une responsabilité de l'écrivain dans un contexte où on parle de liberté, mais je pense que... Je comprends bien. J'ai lu récemment une tribune de Pape Sambakane, vous essayez un peu de rire de la présidentielle et des candidats. J'ai vu quelques sages, j'ai vu ça. Voilà, parce que j'ai eu envie de le faire. Ce que j'allais dire sur la question de la responsabilité de l'écrivain qui doit intervenir dans les problèmes de son temps, etc. Ce que je refuse en premier, et puis je refuse beaucoup de choses. Je refuse l'assignation. C'est-à-dire parce que moi, je suis écrivain, je suis obligé d'avoir un avis sur ce qu'a déclaré le président ou le premier ministre ou le chef de l'armée. Ça ne peut pas happer un écrivain. Je ne suis pas. C'est pas parce que j'écris des romans aussi fantaisistes, de la poésie amoureuse, machin, que j'ai le droit de venir dire aux Sénégalais, oui, c'est comme ça que vous devez penser en politique. C'est si comme ça, je suis gauchiste, je suis machin, tendre le bras, comment dire, Sankara, etc. Les gens n'en ont rien à faire de mon opinion politique. Ce que j'intéresse, je les intéresse parce que je suis créateur.
Maintenant, en tant que créateur, je reste dans mon temps citoyen, homme sénégalais. Il se passe quelque chose. Il est vrai, cela m'a été facilité pour le problème, le papier dont vous parlez. Je suis journaliste aussi et journaliste satirique. Ouais. Je n'ai pu... Et puis, vous savez, mon trop long silence sur les questions qui ont touché à ces actualités, sur lesquelles je me serais forcément exprimé, parce que c'est mon métier. Mon trop long silence a été contenu de façon douloureuse. C'est pas parce que je manquais d'opinion, c'est pas parce que j'avais peur, parce que je me suis exprimé face à des États qui m'ont attaqué mon livre, envoyé juste mon distributeur de livres à la DIC, etc. Ça ne m'a pas empêché de continuer de travailler. Ça, c'est pas le problème. Des menaces physiques et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas la peur ni rien, c'est juste que parfois, quand j'ai la modestie de reconnaître que je ne comprends pas, je ne reconnais plus ce pays. Alors, venir dire aux Sénégalais, je ne reconnais plus ce pays, on va te traiter de neutriote. N'est-ce pas? Venir dire que je suis d'un camp, c'est être idiot, complètement. Ah oui, je suis d'accord. De mon point de vue, si vous êtes journaliste, écrivain, membre de la société civile, etc., prendre des postures facilement identifiables comme des postures partisanes, d'un côté ou d'un autre, pour moi, je trouve que c'est d'un simplisme auquel les gens ne réfléchissent pas trop. On ne peut pas prendre certains manteaux et ne pas les porter comme il faut. On ne peut pas dire qu'on est journaliste ou qu'on est justement écrivain et que donc on regarde la société d'un autre point de vue que ordinaire et puis venir dire des choses qui vous font identifier trop facilement comme partisans. Ça, je l'ai reproché à beaucoup de mes amis, jamais publiquement, mais on en parle, reproche, je ne suis pas d'accord, je crois qu'il faudrait le traiter comme ça, et j'ai la prétention de croire que certains m'ont écouté parfois pour revenir me dire, oui, tu as raison, ceci et cela, et moi aussi, parfois, on m'a interpellé sur des choses que je faisais, et sur lesquelles je disais à mes amis, oui, peut-être que je devrais dû le dire autrement. Parce que les gens, je crois parfois, cette assignation dont je parlais, c'est ça qui les trouble un peu. Parce que on a aussi cette générosité de croire que oui, c'est une demande. C'est une demande de qui? De mon peuple, des jeunes gens. C'est une demande de qui? De mon camp. Mais non, on n'est pas obligé de nous prononcer sur une chose pour la simple raison que peut-être on n'a pas encore construit son opinion. Elle n'est pas entière, elle n'est pas livrable au public. Et c'est ce qui a amené toutes ces querelles auxquelles on ne comprend rien du tout. Chacun s'exprime avant que l'idée ne soit absolument mûrie et bien travaillée et donc bien rendue. Et c'est la définition du mot cacophonie. Voilà. Cacophonie, pendant 2 ans. Cacophonie ou des mots qui ne sont jamais sortis dans le débat public, que j'ai qualifié dans quelques papiers aux politiciens de débat poubelle, des mots qui ne sont jamais sortis dans le débat public au Sénégal ces 2 dernières années. Alors, participer à ça, parce que oui, je suis écrivain, il faut que... Ah ben non, je vais m'en profiter pour tranquillement aller me reposer quelque part, écrire 2 ou 3 poèmes seulement. Je crois que je trouve ça... Et un écrivain peut se taire, le silence est peut-être d'or. Mais vous entendez cela, Fatimata? Il faut écrire, il faut... Voilà. Oui. Il y a certains qui tombent dans le piège de l'instantanéité. Il y a Oui. d'autres également... C'est la liberté. On défend la liberté, oui, qui ont pris leur plume pour dire non, 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 non et non. Absolument. On a... De grands écrivains d'ailleurs. Moi je pense qu'un écrivain est un citoyen aussi comme un autre et il a le droit d'avoir une opinion. Il a le droit aussi de l'exprimer. Mais quand la cacophonie se fait vraiment trop forte, il faut qu'on apprenne aussi à se taire. Quelquefois, nos silences sont plus éloquents que nos mots. Et le dire ajoute à la cacophonie et n'apporte rien à la lumière. Bien au contraire. Quand nous sommes dans des flots un peu violents, quand les voix s'élèvent de partout, autorisées, non autorisées, il y a un moment où il faut savoir se taire. Et ça, c'est Amadou Hampâté-Bâ qui le disait. Parler n'est pas toujours... on parle quand il faut parler. La parole, elle mûrit. C'est une parole qui mûrit parce qu'elle peut avoir de l'influence. À partir du moment où vous êtes écrivain, les gens vous écoutent aussi. Ils ne vous lisent pas seulement et vos prises de parole ne sont pas neutres.
Et donc, c'est pour ça que je me dis, il faut faire attention. Il ne faut pas rajouter de la violence à la violence. Les écrivains ont certains pouvoirs. Nous parlions la dernière fois à Subdeco du pouvoir des mots. Les mots peuvent réparer, mais les mots peuvent séduire, plaire, sans aller au fond des choses. Les mots peuvent aussi séparer. D'accord. Et je pense que ce sont les mots qui séparent, qui nous ont menés quelque part là où on est au Sénégal, où nous assistons à des dialogues de sourds, à des gens qui ne parlent pas du tout le même langage, et qui peut dire qui est bon, qui est mauvais, Moi, je refuse d'entrer dans les débats de qui est bon, qui est mauvais, parce que moi-même, je ne sais pas si je suis... je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Et puis, selon, si ça se trouve, aujourd'hui, je suis bien, demain, je ne suis pas bien. Et voilà. Donc... on est autant anges que démons. Nous sommes des anges et des démons. Il faut être poète pour choisir. Exactement. De dire, je suis un ange. Je suis un ange. On finit par les perspectives. Le temps nous rattrape. Malheureusement, il y a eu des distinctions, il y a eu des productions. On va vers une année 2024. Le défi, surtout pour la production locale, c'est quoi? On a une problématique également sur les langues locales, écrire sur les langues locales, faire la promotion des langues locales. C'est quoi les perspectives de l'écriture d'une manière globale? C'est une vaste question, mais... Sur la question de la rencontre des langues, je ne parle pas de confrontation, de la rencontre des langues, je crois que le dialogue des langues, tout ce qu'on veut, voilà, en tout cas c'est une coopération. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On écrit dans la langue qu'on maîtrise, impérieusement écrivons dans cette langue-là, avec les mêmes règles dont on a parlé depuis une heure. Écrivons bien la langue sérère, ou wolof, ou toucouleur, ou le français. Le français a déjà pris une place importante, une place enviable même du point de vue de la production littéraire, de la pensée, la production de la pensée depuis l'université, les laboratoires et tout. Elle est faite en français. Donc il n'est pas question, je crois, dans la tête de nous tous qui militons pour que les langues nationales prennent une place plus importante, de venir faire tabula rasa du français. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est même pas... ça ne relève même pas de la reconnaissance. C'est contre-productif. De la reconnaissance vis-à-vis des gens qui, à travers de textes forts, ont amené le colon à réfléchir. Absolument. Césaire, Senghor, ont parlé cette langue à quelqu'un qui était notre interlocuteur obligé. On n'a pas demandé à ce qu'il le devienne, mais il l'est devenu au cours des siècles. Écoute, lâche-nous un peu la grappe. On veut aller par nous-mêmes. Et on lui a dit ça avec des mots sensés, argumentés. Et puisqu'il se prétend être humain, si on lui parle un langage d'être humain, il est obligé d'écouter, même s'il fait semblant, même s'il fait de la politique. Et ça fait avancer d'un pas, de deux pas, de trois pas. Et ça nous a mené peut-être à l'indépendance. Si aucun parmi ces personnes, Cheikh Anta Diop, Majmoud Diop, ne parlait français, si aucun d'eux ne parlait français, mais je crois qu'on aurait eu quelques retards à aboutir à ça. Il y aurait eu quelques décennies d'incompréhension. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, mais ils s'agitent là, ils se battent avec nous, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, ou comment ils le veulent aussi. Peut-être même ils peuvent savoir que ces gens-là ne veulent plus qu'on soit les maîtres, mais comment le veulent-ils, etc. Mais comment nous le voulons, ça a été bien dit par des gens qui maîtrisaient la langue que l'autre comprenait. Donc cet outil qui nous a permis, nous, moi on parlait de ma production, on peut parler de la production de Fatimata, c'est sa culture qu'elle rend en une langue qui s'appelle le français. Ça aurait pu être l'anglais. Au Nigeria, ce que Wole Soyinka a écrit, aucun anglais n'aurait pu l'écrire. Absolument. C'est du nigérian en anglais. Ce que nous écrivons, c'est du sénégalais, c'est du wolof, c'est du pulaar, mais en français. C'est le ndep, c'est le sabar. Qu'est-ce qu'un français a à voir avec le ndep, le sabar, les rap, c'est de ça dont on parle. Ça, c'est notre culture. Ce n'est la culture de personne d'autre. Ni japonais, ni chinois, ni rien. Personne ne peut revendiquer ce que Fatimata écrit, ce que Ken Bougoul écrit, ce que Mariam Ndoye écrit, ce que Mariam Ba a écrit. Personne ne peut revendiquer
s'il est chinois ou japonais ou français ou allemand, ce que Boris écrit. Ouais, c'est important. Parce que c'est les contes de sa grand-mère ou de sa mère, c'est l'imaginaire collectif sénégalais, Wolof ou Lébou, qu'il a emprunté ici et là, parce qu'il a une grand-mère, une tante qui lui a raconté une fois une histoire. Et puis après, l'imagination, la créativité du romancier, mais ça organise ça, et la compétence de l'écrivain. La compétence à écrire des choses compréhensibles par tous les gens qui parlent la langue dans laquelle tu as écrit. C'est important. Ça, tu mixes tout ça et ça fait un discours lisible, compréhensible, qui fait que le japonais qui comprend cette langue, après t'avoir lu, fait un pas vers ta culture. Quand on nous dira demain, Ndende, il saura ce que ça signifie. C'est extrêmement important. C'est enrichissant. C'est extrêmement important. Lui faire un chèque, je crois que peut-être un japonais cultivé, lui apprendre à danser le sabar comme certains l'ont fait. Et ça le fait. Et ça se fait. Bien sûr. Et perspective, en quelques mots, on commence par vous, on finit par vous. Oui, je partage vraiment tout ce qu'a dit Pape Samba. Le problème des langues est un problème qui n'en est pas un, en fait. Les langues se rencontrent et créent différentes identités. Nous sommes tous dotés d'identités multiples. Le français nous permet tellement de choses. Mais je crois que le défi aujourd'hui, c'est d'être peut-être lisible ou audible à ceux pour qui on écrit. Moi, mon souhait, en tout cas pour 2024, serait que des efforts supplémentaires soient faits pour la traduction des œuvres, par exemple, pour leur mise en son, en audio. Moi, mon rêve premier, vraiment, ce serait que mes livres soient lus, que ce soit par moi ou par d'autres, lus, et que les gens puissent mettre leur casque et écouter la musique des romans, leur parler, écouter la musique des poèmes, voilà, la voir, être peut-être accessible aux autres. Mon rêve, ce serait que chaque Sénégalais, voyez, nous sommes dans une bibliothèque qui est dans un quartier. Mon rêve serait que les enfants du quartier viennent s'approprier, viennent et s'imprègnent des livres. Chaque livre lu est un espace gagné sur l'ignorance, sur la bêtise, sur la violence. Et ce serait ça mon rêve. Et mon rêve aussi, ce serait que toutes les directions, tout le ministère de la Culture, tous les sachants et les autorisés à agir dans cette direction multiplient les bibliothèques dans les quartiers, rendent les livres plus accessibles, moins chers peut-être, trouvent les moyens que ce que nous pensons, ce que nous écrivions, puisse être audible à ceux pour qui nous les écrivons et par qui nous les écrivons. Parce que ce sont leurs histoires aussi qui sont là. Et voilà. Et autre chose que je voudrais dire avant de finir, c'est la promotion d'un prix littéraire, le prix Alioune Badara Bey, qui aura lieu, qui sera lancé à partir de début janvier. Un prix Alioune Badara Bey, probablement pour rendre hommage à l'homme qu'il est, à l'homme de culture, à l'écrivain, président de l'Association des écrivains du Sénégal, et qui a un jury assez prestigieux. André Maricagne, Racine Senghor, Baïti Arka, Khalifa Touré, Amadou Bamba Thioban et moi-même, Mariama Ndoye. Donc voilà, c'est génial. Alors à vos livres, quoi, et à vos plumes aussi. Hein, multiplions les espaces où nous écrivons. Il y a Sorna Benga qui fait un travail formidable d'atelier d'écriture. Je rends hommage à cela. Et qui prépare le Festival du Fleuve. Voilà, exactement. Et aux écrivains, moi je dirais d'aller à la rencontre du public. Moi je l'ai fait pendant cette année 2023. Ça a été une révélation d'aller au-devant de ces réseaux, des Rézaclap, des clubs littéraires, d'aller voir les enfants dans les établissements et de leur parler. Mais c'est juste incroyable. On se rend compte que les talents sont là et puissants et purs. Et qui s'expriment avec une force parce qu'ils s'approprient les œuvres. Moi, les élèves que je suis allée voir ont écrit sur ce que j'ai écrit et de manière créative, et j'étais juste époustouflée. Récemment, c'est au lycée français Jean Mermoz que je suis intervenue dans mon lycée. Mais jamais je n'ai rencontré les élèves de cette manière-là.
aller à la rencontre de la jeunesse. Moi, je crois qu'ils auront beaucoup à apprendre de Pape Samba Kane, qui a une âme tellement jeune lui-même. Et féminine. Oui, peut-être ce sera notre campagne, hein, campagne littéraire, comme c'est la campagne électorale. En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau, Fatimata. Merci beaucoup, Pape Samba Kane, pour ce cadeau. C'est bon. C'est gentil. Merci également à la noblesse anodine qui nous a permis un peu de réaliser cette émission. Ici, dans notre refuge Afrotech, venez ici, .e, il n'y a que du livre, hein. C'est un hôpital des esprits, comme on dit. Ça soigne. Merci à Moussa Fall, Bogos, Youssoufa, Sega, Abdoulaye, la noblesse anodine qui nous a permis de réaliser cette émission spéciale fin d'année, cadeau de Noël, cadeau également de fin d'année, de nouvel an. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.